Rebonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission d'actualité Les Décodeurs, l'émission qui décrypte pour vous l'actualité de Décodeurs comme d'habitude avec moi aujourd'hui Ismaël Septi, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes entrepreneur dans le milieu digital plus précisément et Mohamed Green, défenseur des droits de l'homme. Mohamed Green, bonjour. Bonjour. Alors nos deux sujets d'actualité aujourd'hui, d'abord cette question de l'article 16 du Code de la famille qui a été prolongé, dont la prolongation a été validée par le Parlement de 5 ans. En fait, un article qui était à la base fait pour reconnaître les mariages conclus par la Fatiha et qui devait permettre à des milliers de couples ruraux, en l'occurrence, et qui n'ont pas pu documenter leur union pour diverses raisons, d'obtenir la reconnaissance du mariage. Mais un alinéa que les associations de défense des droits de femmes, surtout, dénoncent comme étant un article qui sert surtout à reconnaître le mariage à des fins polygames et le mariage des mineurs. On en discutera tout de suite. Et puis deuxième sujet, en France, c'est cette décision présidentielle qui peut avoir des conséquences sur les binationaux, dont des Marocains, celle d'inscrire dans la Constitution la déchéance de la nationalité française à l'encontre des binationaux nés français et condamnés pour terrorisme. Une décision qui continue de susciter des réactions d'indignation d'une part, de compréhension, de malaise d'autre part. On en parle également aujourd'hui. Rebonjour messieurs les décodeurs, Ismaël Septi, rebonjour, Mohamed Green, rebonjour. Alors, c'est ce fameux article 16 qui a été encore reconduit pour 5 ans, ce qui fait en tout 15 années pour pouvoir faire reconnaître les mariages conclus par la Fatiha. Nous avons reçu tout à l'heure Madame Irish qui disait que c'était une manière quasiment de valider le viol. C'est peut-être une expression forte, mais est-ce qu'elle est d'à propos selon vous? Tout d'abord, au-delà de l'expression que d'aucuns peuvent trouver forte, vous l'avez bien dit, il s'agissait d'une mesure transitoire. Donc en principe, c'est une mesure provisoire, qui était pour régulariser une situation qui existait avant la nouvelle Moudouana. On sait tous que dans certains milieux au Maroc, il y a une dizaine d'années, beaucoup de gens se mariaient sans établir l'acte de mariage. Mais c'était un mariage selon toutes les règles. C'était un mariage où il y avait la publicité, où il y avait même la fête et tout. Et il y avait une certaine négligence, et donc on avait donné un délai pour régulariser cela. Maintenant, en ajoutant 5 ans, on n'est plus dans le transitoire, on n'est plus dans le provisoire, on est dans une sorte de normalisation avec des pratiques qui, ceci dit en passant, sont très minoritaires dans la société marocaine. Et je reviendrai sur cette question-là. Vous parlez du mariage aussi bien la polygamie que les mariages des mineurs, malgré la gravité, le drame que vivent des petites filles victimes de mariages de mineurs, mais le phénomène reste socialement très minoritaire. Et l'on se retrouve. Je dirais juste entre parenthèses, Mohamed, que les associations de défense des droits des femmes ne sont absolument pas d'accord avec. Non, je le dis pas dans le sens où c'est pas grave. S'il y a une seule fille qu'on marie et qui est mineure, c'est très grave pour la société. Mais qu'on soit une société entière prisonniers d'une minorité de conservateurs qui ont des pratiques d'un autre temps et qui veulent légiférer pour cela, c'est ça le problème. Aussi, surtout pour la polygamie et pour toutes ces questions-là. Et au lieu d'aller vers un débat de société, qu'est-ce qu'on veut pour ce Maroc? La question est beaucoup plus profonde que d'ajouter 5 ans. Est-ce qu'on veut un Maroc qui est dans son temps? Un Maroc qui s'inscrit dans la modernité? On arrête cela et on met les moyens pour y arriver. Maintenant, il y a une vision passéiste. Il y a une vision passéiste qui veut faire de certaines pratiques
qui, je le souligne, ce sont des pratiques inacceptables, mais sur le plan social, ce sont des pratiques par rapport à la totalité des Marocains, ce sont des pratiques minoritaires et qu'on veut en faire un problème de société qu'il faut sauvegarder, etc. C'est cela qui fait que nous devrions avoir une discussion, et je dis pas un débat, une discussion entre nous, Marocains. Qu'est-ce que nous voulons de ce Maroc? Si d'aucuns, sous le prétexte de n'importe quelle question, ils veulent marquer des points pour nous faire revenir vers l'arrière, c'est leur stratégie. Qu'on en soit conscient. Smaïl Subti, alors le gouvernement avait 10 ans pour régulariser cette situation, qui en fait était une vraie situation à traiter. Toutes les femmes qui étaient mariées sans contrat de mariage, etc., avaient 10 ans pour le faire. Aujourd'hui, les élus prolongent de 5 ans. Ça veut dire qu'il y a eu défaillance quelque part. Aujourd'hui, notre système judiciaire est très perfectible, et s'il y a encore des défaillances, et surtout en termes de proximité par rapport aux citoyens, ça c'est une certitude et sur laquelle il faut travailler. Mais je vous cache pas que rajouter 50 plus, ça changera rien à la question. C'est si ce chantier-là aujourd'hui est difficile à aborder, il est en cours de traitement, et aujourd'hui ça ne suffit pas. Je voudrais apporter juste une précision par rapport à ce que vient de dire Monsieur Green. Aujourd'hui, il reste encore 11% des mariages qui sont, alors je vous parle des mariages officiels, oui, ceux qui sont faits dans les règles de l'art, etc., qui sont faits avec des mineurs. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, les juges autorisent un mariage sur 10, un mariage sur 9, parce que 11%, un mariage sur 9 est autorisé par des juges avec des mineurs. Et ça, pour moi, c'est scandaleux. Et ça ne devrait pas être autorisé. Moi, ma vision personnelle, c'est que on ne devrait plus autoriser de dérogation. Ça devrait être une interdiction absolue du mariage des mineurs. Ça c'est ma conviction. Après, les évolutions de la société sont en cours et on est très loin d'être arrivé. Mais aujourd'hui, si je peux apporter vous parlez de situation de la société. Aujourd'hui, j'ai plus le chiffre exact en tête, mais il avait été publié dans la presse. Et aujourd'hui, je crois qu'un parlementaire sur 5 ou un parlementaire sur 6 est polygame. Aujourd'hui, au gouvernement, c'est pareil. Aujourd'hui, nous avons des polygames au gouvernement. Le temps a diminué au gouvernement avec la sortie de 2. Oui, il y en a 2 qui sont sortis d'un coup. En tout cas, ceux qui ont décidé de la prolongation de cet alinéa de l'article 16 ont probablement aussi des problèmes à résoudre par rapport à la mentalité ambiante, ces représentants du peuple. Au Maroc, nous avons cette mentalité aussi qui dit que le mariage précoce est aussi un bienfait pour la jeune fille, y compris chez les femmes. Au risque de vous choquer, notre élite, qui normalement devait être à l'avant-garde, eh bien, notre élite est une élite dépassée par l'évolution de la société. Notre société marocaine évolue au niveau des mentalités, au niveau des pratiques sociales, beaucoup plus rapidement que l'élite politique, qui est devenue une sorte de boulet de fer par rapport au développement de notre société. Et c'est pour cela que tous les démocrates, tous les gens qui sont épris de justice, d'équité, qui veulent s'inscrire dans le progrès, se doivent d'investir ce champ politique qui est devenu limité à une minorité. Je pèse bien mes mots, c'est une minorité. Le premier parti qui dirige le pays a eu aux élections de 2011 1,080,000 électeurs. Ça signifie 5% des Marocains ont droit de voter. Les autres partis, les 7 plus grands, ça varie entre 5% et 2,5%. Donc c'est une petite minorité, mais une minorité bien organisée et active, qui fait que c'est elle qui décide. Et les absents ont tort. Je crois qu'il est temps qu'on commence à discuter profondément de cela, parce que on va aller vers une société
dont ceux et celles qui l'orientent ne représentent pas la volonté réelle, de par le fait qu'il y a un certain nombre de nos concitoyens qui sont dans une expectative, en train de voir les autres agir. Revenons maintenant au fait à cette question d'article 16 qui a été prolongé. Je crois que l'État a les moyens de pouvoir assurer aux gens de bonne volonté qui n'ont pas réellement les moyens de formaliser un mariage, soit parce qu'ils sont dans un coin éloigné, ce qui arrive, oui, ce qui arrive, soit qu'ils n'ont pas les moyens parce que ça coûte de l'argent. Donc on peut trouver les solutions, mais qui ont été trouvées d'ailleurs, parce qu'il y a eu des tribunaux de proximité, il y a eu des caravanes, même au-delà, si je peux me permettre, aujourd'hui, j'allais vous dire la technologie, parce que je vais revenir un peu à ma façon de réfléchir. La technologie permettrait des choses très simples. Aujourd'hui, nous avons un taux d'équipement mobile qui est de 120%. Il y a bien dans n'importe quel doigt, ne serait-ce qu'un début de smartphone. Il suffirait pour deux personnes qui veulent se marier et qui n'ont pas les moyens de se déplacer dans la justice, de pouvoir prendre les documents photos, les envoyer à la justice pour enregistrer un mariage, le temps de l'officialiser, pour transmettre les informations. Que à ce moment-là, que ces informations-là ne restent plus quelque part dans ce devoir-là, mais qu'elle soit communiquée à l'État pour que l'État puisse enregistrer l'information et qu'à ce moment-là, on accorde un délai. Je comprends là le problème quand on est dans un devoir paumé au fin fond de l'Atlas et que descendre sur Marrakech ou Ouarzazate pour aller enregistrer un mariage, c'est compliqué. Ça, on peut le concevoir. En fait, mais aujourd'hui, l'idéal serait qu'on l'enregistre sur place. Oui. Ou alors on envoie quelqu'un. Non, mais on a je sais plus combien de centaines de milliers de fonctionnaires dans ce pays. On peut envoyer quelqu'un. Il va là-bas, il faut. Mais ce quelqu'un existe. Hein. C'est le Muqaddam. C'est le Muqaddam qui est partout, tous les douars, on peut inscrire comme l'a dit Sebti et attendre la formalisation en bonne et due forme, mais déclarer le mariage et l'inscrire. On va y revenir. Une micro-information, juste rapidement. Notre ministre de la Justice et notre ministre de la Famille sont tous les deux polygames. Donc ça vous donne une idée de... notre ministre de la Justice et de la Famille sont tous les deux polygames. Donc aujourd'hui, ça vous donne ça vous donne à réfléchir par rapport à ces questions-là. C'est peut-être une information. Mais je préciserai quand même que la polygamie est un phénomène social très minime au Maroc. Le nombre de mariages est de 0,0 quelque chose. Ce qui n'est pas forcément le cas du mariage des mineurs. On va y revenir. Non, je ne parle pas toutes ces questions-là, c'est des questions qui concernent une stricte minorité qui veut tailler une loi pour elle. Vous parlez des décideurs et non pas des jeunes filles qui subissent les mariages forcés. Non, mais ça va de soi pour un militant des droits de l'homme qui va vous dire ça. Évidemment. Moi, ceux qui veulent grandir le phénomène pour en faire un phénomène politique, attention, nous défendons les Marocains et tout ça. Obligé de vous arrêter. Retour sur le plateau des décodeurs avec nos deux invités d'aujourd'hui, Mohamed Green, militant des droits de l'homme, et Smaïl Sebti, entrepreneur dans le digital, et ce sujet d'actualité pour le premier sujet de cette émission, le mariage des mineurs et l'article 16 du Code de la famille qui a encore été prolongé de 5 ans, un article, je vous le rappelle, qui est à la base fait pour reconnaître les mariages conclus par la Fatiha et qui attire les foudres des associations de défense des droits des femmes qui dénoncent un article qui sert surtout de recours abusif à la procédure de reconnaissance du mariage pour des fins polygames ou des mariages des mineurs, chiffre à l'appui, comme c'est ce constat alarmant d'après une étude de la Fondation Ito, 46% des jugements favorables à la demande de reconnaissance du mariage concernent des jeunes filles mineures à la date de la relation du mariage. 25% des jugements favorables à la demande de reconnaissance du mariage concernent des jeunes filles mineures qui ont un âge inférieur ou égal à 15 ans à la date du début de la relation du mariage. Donc c'est réellement un article qui a surtout servi à valider en fait des mariages de mineurs. Mais effectivement, cet article
Il a permis de valider des mariages de mineurs, mais sans oublier aussi qu'il y a des mariages de mineurs qui sont autorisés en amont par directement, même par contrat, par le tribunal, et c'est un scandale. C'est un scandale. Il est temps que dans notre pays on s'inscrive dans notre temps et qu'on interdise définitivement, clairement, et qu'on mette les moyens pour respecter la loi, qu'on interdise le mariage des mineurs. Alors, ajoutons à cela que l'article 16, c'est aussi un article qui permet d'avoir des femmes mariées dans une sorte de mariage précaire, une sorte de mariage qui n'est même pas un MDD, c'est même pas un mariage à durée déterminée, c'est un mariage, une sorte de contrat d'intérim. Justement, et après on vérifie est-ce que on le confirme. Justement, et ce phénomène n'est pas seulement dans les coins perdus, c'est aussi dans beaucoup de quartiers dans les grandes villes du Maroc où il y a des femmes qui se marient comme ça au cours d'une journée, et elles se retrouvent quelques mois plus tard avec enceinte ou autre, sans aucune sécurité ni garantie. Donc c'est une question, si j'aurais peut-être plus l'occasion d'intervenir sur le sujet. Mais quand vous voulez, monsieur je voulais, là, parce qu'on va peut-être passer au deuxième sujet, c'est de dire carrément que cette disposition, à la limite, on devrait la limiter dans un délai d'1 an, voire 2, pour les mariages survenus avant la fin des 10 années. Parce que cette prolongation permet de nouveaux mariages. Donc au moins pouvoir interdire les nouveaux et laisser le temps, comme l'a dit Ismaël, que parfois pour des raisons de logistique, un mariage n'est pas formalisé. Et je crois que c'est très important pour notre pays, ces questions qui, pour peut-être certaines personnes qui discutent dans les salons, c'est peut-être quelque chose qui n'est pas tellement importante, mais c'est vraiment important parce que c'est au cœur de notre projet de construction de ce Maroc de modernité, de ce Maroc de démocratie. Ismaël Sebti. Moi, pour conclure sur ce sujet-là, je rejoins Monsieur Green sur le besoin d'avoir une vision pour notre société, une vision moderne et une vision qui protège les femmes et les mineurs en général. Cette question du mariage des mineurs est un sujet qui est essentiel pour notre société, de même que la polygamie, ce qui me concerne. Je pense qu'il est important que la société civile et que les politiques... Il y a beaucoup de démocrates dans ce pays. Heureusement, ils sont majoritaires, mais ils s'expriment pas. M'excuse. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense qu'il est important que la société civile et les politiques évoluent pour permettre de protéger nos jeunes filles. Justement, juste pour conclure, il y a un paradoxe. Normalement, les élus, l'élite devrait être à l'avant-garde de la modernité et pousser justement vers des lois d'avant-garde et vers des choses extrêmement modernes. Et c'est la société qui suit en général. Après, c'est pas le contraire. Vous sembliez dire tout à l'heure. Je crois qu'il y a des politiques qui amplifient certains problèmes pour rester, pour faire du surplace, pour ne pas dire carrément pour revenir en arrière pour notre société. Le discours populiste, malheureusement, aujourd'hui est à la cote, et c'est le lien avec le sujet d'après. Tout à fait. Il est trouvé tout seul, le lien avec le sujet d'après. Le discours populiste aujourd'hui à la cote, et malheureusement, les discours réformateurs et de vision, aujourd'hui, ils sont inaudibles. On n'a plus de gauche dans notre pays aujourd'hui. Et dans le même sens, avec le deuxième sujet, céder au discours populiste, ce qui était le cas par certains partis connus pour leur position libérale et moderniste, voire de gauche, soit ont voté, soit se sont abstenus. C'est le cas du PPS. Oui. Cela montre que quand on va sur le terrain des populistes, des conservateurs, c'est difficile de faire marche arrière. Le retour en arrière c'est eux qui gagnent, extrêmement difficile. Contrairement à ce qu'on pense, parce que ce qu'on espère gagner en termes électoraux, pour parler électoralement, on perd on perd les vraies voix
qui sont derrière le projet de société qu'on défend. Et finalement, c'est un marché de dupes que d'essayer de suivre le populisme dans ses dérives. Alors après ce coup de gueule sur ce sujet du mariage des mineurs, je ne sais pas si vous avez un coup de gueule on a réglé de la journée ou un coup de cœur. Je vous laisse le loisir de choisir. J'ai un coup de cœur, oui, parce que hier c'était les célébrations voilà, il y a un très beau symbole de la célébration de l'Aïd el-Mawlud et de Noël le même jour. Hier soir à la mosquée de Lens, des musulmans ont assuré la sécurité devant la messe de Noël, parce que aujourd'hui en Europe, le monde a besoin de symboles, et c'est un très joli symbole que d'avoir la communauté musulmane de Lens qui viennent faire un cordon de sécurité autour d'une église pour permettre aux chrétiens d'assurer leur messe en toute sécurité le jour où nous célébrons, nous musulmans, Eid Mawlid Nabawi Sharif. Je trouve ça très joli. C'est une très très belle image qui rappelle une autre image. C'était à la place Tahrir où la communauté chrétienne copte avait encerclé justement la prière du vendredi des musulmans pour les protéger des forces de l'autorité. Donc c'est des choses qui donnent de l'espoir. Des belles images, des beaux symboles. Et ça on l'a retrouvé au niveau des réseaux sociaux avec cette belle image d'une mosquée et d'une église qui s'enlacent dans la fraternité. Je crois que retrouver deux fêtes religieuses pour les musulmans, 17 ans, je crois que c'était pas arrivé. Ça fait 450 ans. Ça s'est pas passé. C'est peut-être un symbole pour nous réveiller tous, pour dire que on est avant tout des êtres humains. On doit condamner à vivre ensemble. Condamner à vivre ensemble. Pour ce qui est de mon coup de cœur, rapidement. Aujourd'hui, je suis arrivé à Casablanca parce que je viens de Rabat. Et donc je trouve vous stationner, c'est vraiment, ça rappelle un peu Casablanca d'avant, nos villes d'avant. C'est pas parce que il y a de plus en plus de voitures, c'est une manière erronée de poser le problème, c'est qu'il y a de moins en moins d'endroits où stationner par rapport au nombre de voitures. Donc ne pas dire c'est le nombre de voitures qui a augmenté, c'est qu'on n'a pas fait l'effort. L'anticipation. On n'a pas fait l'effort. Et ça Mais d'abord, c'est un coup de cœur ou un coup de gueule? C'est un coup de cœur avec un coup de gueule, parce que la dernière fois on est passé sur le décodeur, moi et un autre collègue, on était venus 40 minutes avant l'heure, comme des gens organisés, et on a fait le tour, on n'avait pas trouvé de place de parking. On a laissé en deuxième position, et en sortant, c'était la police qui avait fait son travail correctement, voilà, qui avait pris les voitures. Voilà. Le coup Donc de cœur. Ça coûte de venir à le coup de cœur de Mohamed Green. Casablanca, un jour férié. Casablanca, une ville agréable comme elle devrait l'être, comme elle l'est. Merci beaucoup. On passe au deuxième sujet. Et on va traverser la Méditerranée, aller en France où effectivement, vous le disiez, Smaïl Sebti, le discours populiste a autant la côte qu'ici. La décision du président de la République française d'inscrire dans la Constitution la déchéance de la nationalité à l'encontre des binationaux nés français condamnés pour terrorisme, qui continue de susciter des réactions, mais pas uniquement des réactions négatives ou des réactions d'indignation. Smaïl Sebti. Alors moi, j'ai posté ça, je posais un statut là, ce sujet sur les réseaux sociaux pas plus tard qu'il y a 2 jours. Je suis scandalisé par cette mesure et je trouve que c'est une honte pour la République française qu'on puisse même poser ce débat-là. Pour 2 raisons. D'abord, elle crée une distorsion d'égalité. Donc la France a écrit sur le fronton de toutes ses écoles, liberté, égalité, fraternité. Là, on a une distorsion d'égalité parce qu'il va exister des Français et des sous-Français. Ceux qui sont binationaux deviendront des sous-Français parce qu'ils seront des Français en sursis. Je trouve ça, ça me choque au plus haut point, parce que aujourd'hui, quel message on envoie à ces jeunes de l'immigration qui déjà se plaignent d'inégalité, déjà se plaignent de vivre dans des quartiers où l'État est absent, déjà se plaignent d'avoir une distorsion à l'accès au marché du travail, se plaignent de racisme, etc. Là, aujourd'hui, l'État constitutionnalise le fait qu'ils ne sont pas égaux aux autres. Et ça, je trouve ça scandaleux. Ouais. Et la deuxième raison qui me scandalise, et là, je vais raisonner en tant que Marocain, mais gardez vos mecs. Ces gens-là sont nés français, ils sont nés en France, ils ont étudié à l'école de la République, ils ont été radicalisés dans vos prisons, dans vos mosquées, des mosquées que vous avez refusées pendant des années
années d'institutionnaliser, vous n'avez pas où il n'y a pas eu de moyens qui ont été mis pour créer un islam tolérant en France. Et alors surtout ces gens-là qui n'ont rien de marocain à part une nationalité héritée de leurs parents, vous voulez, une fois que vous avez terminé, qui vous pose problème, on s'en lave les mains, on les déchoit dans la nationalité française, comme de toute façon à ce moment-là on peut les expulser, on les renvoie vers les pays d'origine, et vous Marocains maintenant démerdez-vous avec. Mais je suis désolé, ces gens-là ils n'ont rien à faire chez nous. Les 35 millions de Marocains qui n'aspirent qu'à une chose, c'est de vivre en paix, on n'a pas de raison de leur exporter le terrorisme fabriqué ailleurs. Moi je trouve ça tout à fait scandaleux, et nous devons refuser cette mesure. Ce qui est important de dire, c'est que ce n'est pas la gravité de l'acte qui est remise en cause. Je veux dire, un terroriste reste un terroriste, et c'est quelque chose de très grave, et c'est une trahison envers son propre pays que de commettre un acte terroriste dans son pays. Dans son pays, ce qui est, comme vous le soulignez, c'est la différence faite entre un terroriste gaulois, on va dire, et un terroriste d'origine marocaine ou algérienne ou tunisienne ou américaine, qu'importe. En fait, c'est même pas ça. C'est à la limite que le fait que ça soit pour acte de terrorisme, ça veut dire en fait on entrouvre une porte. Et là, quelque part, c'est juste une question de symbole. On est dans le symbole. Que la conséquence soit pour tout le monde. On est dans le symbole. Non, c'est pas possible. Le problème, c'est que la loi ne le permet, la législation internationale ne le permet pas. On peut pas créer des apatrides. Donc c'est pour ça que c'est uniquement pour les binationaux. Il y a d'autres raisons, il y a d'autres possibilités aussi. Mais vous savez, aujourd'hui, un mec comme ça, il est condamné à la prison à perpétuité, 20 ans de prison, 30 ans de prison. Il y a des périodes de sûreté. Aujourd'hui, la loi française, avec toutes ces justesses. Aujourd'hui, on a des moyens pour pouvoir permettre de gérer le problème, mais pas de l'exporter. C'est pas possible, c'est pas acceptable. En plus, je voudrais juste rajouter un dernier point, parce que quand j'ai posté ce statut-là sur les réseaux sociaux, j'ai eu pas mal d'amis français qui sont commencé à dire mais ces gens-là ne se sentent pas français. Mais moi je les sens. Enfin, ok, mais le problème il est pas là. Effectivement, si ces gens-là ne se sentent pas français, alors d'abord à qui la faute ? D'abord à qui la faute ? Mais ça à la limite c'est pas le sujet. Enfin, un peu quand même. Mais même s'ils se sentent pas français, c'est pas une raison pour laquelle créer un problème à des gens qui n'en sont pas responsables. Voilà, c'est juste aussi simple que ça. Mais ceux qui disent qu'ils se sentent pas français, il y a des Tunisiens, des Marocains qui se sentent pas marocains. Y compris au Maroc. Au Maroc, parce qu'ils ont épousé une idéologie qui fait d'un fameux État au-delà des frontières. Donc le problème n'est pas là. Le problème est tout d'abord sur le plan de l'efficacité de cette mesure. C'est une mesure qui est inefficace, puisque quelqu'un qui est condamné au terrorisme, il va en prison, etc. et tout ça. Peut-être par la suite, on va le refouler dans son pays. Ce n'est pas évident que les pays d'origine acceptent. Mais c'est plutôt... Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. La législation nous n'avons pas le droit de refuser l'entrée sur notre territoire d'un Marocain. C'est la loi, c'est les lois internationales. Un Marocain qui se présente à la frontière, on est obligé de le faire entrer. Alors après, on peut le rentrer en prison, etc. S'il a commis un acte répréhensible au sens de la loi marocaine. Et dans ce cas-là, nous n'avons pas le droit de refuser. Quand on renvoie quelqu'un dans son pays, où il ne sera pas suivi, je ne parle pas du cas du Maroc, mais dans d'autres pays, peut-être qu'on va lui offrir la possibilité de mieux préparer. On a vu certains aller en Russie, en Syrie, revenir en France, ressortir. Donc, en termes d'efficacité, on est plutôt dans ce qui est symbolique. Comme ça a été dit, hier, j'ai vu un débat où un représentant du Parti socialiste très proche du président Hollande disait que c'est symbolique. Mais en termes de symbolique, voyons un peu symbolique quoi. C'est céder au discours raciste du Front National. C'était en 2002 qu'il avait demandé cela. Et voilà, en fin de compte, on concrétise cela. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour le message qu'on envoie, on est dans la symbolique, c'est que ces gens-là ont raison. Ces gens-là qui sont basés sur une idéologie tout à fait raciste. Autre chose, on est dans la symbolique. Quel message on envoie à ces jeunes binationaux? Comme le disait tout à l'heure Sisbti. On leur dit, vous êtes des Français de... 3,3 millions de personnes qui sont concernées. Voilà. Donc ça signifie que c'est une mesure qui est inacceptable dans sa forme, mais qui, dans son contenu, est une mesure contre-productive, surtout pour ceux
et celles qui disent, qui se disent vouloir agir pour la solidarité, pour l'égalité des chances, etc. Et j'ai trouvé tout à l'heure au niveau des réseaux sociaux la réaction d'Eva Joly qui a dit que d'aucuns, je citerai pas que le nom de la personne dont elle a parlé, ils vont non seulement perdre les élections, mais peut-être aussi perdre leur âme. Je rejoins ce que vous venez de dire à l'instant, c'est une mesure électoraliste. On approche de 2017, les élections présidentielles, les élections législatives, c'est un grand temps fort de la démocratie française. Oui. Et donc aujourd'hui, chacun est en train de préparer ses positions pour les élections. Et au moment où l'émotion se situe sur la question du terrorisme et où François Hollande a retrouvé un peu de lumière dans les sondages suite à son action jusque-là assez irréprochable. Oui. Jusque-là, il a eu des réactions assez irréprochables sur les actes de Paris et de Charlie Hebdo. Il a eu ses résultats dans les sondages sont remontés et là, il a peut-être, enfin, à mon avis, il a dérapé, il a fait une connerie, mais c'est électoraliste. J'ai un ami qui avec beaucoup d'humour disait des mecs qui sont prêts à aller se faire sauter dans un restaurant ou dans une boîte de nuit. Est-ce que vous croyez vraiment que la déchéance de la nationalité va les empêcher d'agir? C'est complètement débile comme mesure. Excusez-moi, je trouve ça vraiment. Les choses comme elles sont. Disons les choses assez franchement. Je trouve que c'est et faire ça surtout pour des raisons électoralistes, je suis particulièrement déçu. En fait, j'ajouterais cela tout à l'heure. Vous avez parlé les terroristes, mais les terroristes, ce sont des êtres humains. Oui. C'est des hommes et des femmes à qui il faut respecter leurs droits. Bien évidemment. Et quelqu'un qui est impliqué dans un procès terroriste qui est condamné et en procès à la déchéance de sa nationalité, on le renvoie dans un pays qu'il connaît même pas. Quelqu'un il est né en France, peut-être ses parents sont nés en France, il connaît pas le pays, on le renvoie. Ça me rappelle le roman, je me rappelle plus de l'auteur, c'était Le Passé simple, qui a eu le prix Goncourt, le Passé, l'Aller simple. Ah, d'accord. L'Aller simple, pas Le Passé simple. L'Aller simple, c'est l'auteur a eu le prix Goncourt juste après Tarjloun. L'année d'après, et il racontait l'histoire d'un gitan qui devait arriver à 18 ans, il n'avait pas de pièce d'identité, arrivé à 18 ans, il voulait avoir des pièces d'identité, donc on lui a traficoté des pièces comme étant marocain. Un jour, il est arrêté, on l'expulse sur le Maroc, il arrive dans un pays qu'il connaît pas du tout. Alors, il s'appelait Aziz, c'est pour cela que je me rappelle du roman, ça date quand même d'une dizaine d'années. C'est comment on prend des gens qui sont impliqués dans un acte terroriste qui est répréhensible. Nous sommes dans un état de droit, ils sont punis, ils ont purgé leur peine, et après, deuxième peine, on les renvoie dans un pays qui plus et ne connaissent pas du tout. Et ils vont se retrouver dans revient sur le principe de la double peine. Et je crois que sur ces questions-là, comme sur le sujet dont on parlait tout à l'heure, et comme tout ce qui se passe maintenant partout dans le monde, il suffit de regarder un peu les élections, les primaires aux États-Unis. Vraiment, il y a plus de limites aux dérives. On peut se permettre de dire l'entrée des États-Unis aux musulmans. Aux musulmans, on peut se permettre de dire tout. Je crois que nous sommes dans un monde qui va vers une dérive qui peut nous mener populiste, qui peut nous mener vers une catastrophe, parce que les clivages entre les communautés, la culture de la haine qui devient quelque chose de permanent dans nos sociétés. Ça rappelle une partie de l'histoire du XXe siècle. Voilà, vous l'avez pris de ma bouche. Ça nous rappelle le milieu des années, c'est les années 40. Et il faut pas oublier que le fascisme a été, je ne le cesse de le répéter, a été porté par des élections. Que le fascisme est arrivé et il a fait ce qu'il a fait du monde par des élections. Donc, soyons vigilants. Et en ce qui nous concerne, nous ne sommes pas malheureusement, en tant que Marocains, épargnés. Non pas à l'abri, épargnés. Nous vivons plein dedans. Dans ce marasme populiste. Vous savez, on cherche aujourd'hui les gens cherchent beaucoup à cliver. Je prends un exemple, la loi sur deux exemples. On parlait de la France, deux exemples. La loi sur le voile. Imaginez juste un instant qu'on aurait appelé ça la loi sur la cagoule. On aurait interdit aux gens de sortir dans la rue visage masqué. On aurait appelé ça la loi sur la cagoule. Ça aurait posé de problème à personne.
Voilà, si simple que ça. Or, on appelait ça la loi sur le voile. Au final, le résultat est exactement le même et ça pose un problème. Deuxième sujet, l'histoire des cantines dans les écoles. Aujourd'hui, les gens disent je refuse des cantines halal. Si au lieu de dire on va faire des cantines halal, au lieu de dire des cantines halal, on va dire on va faire des cantines végétaliennes. Ouais. Non. Végétariennes. On fait une cantine végétarienne, ce qui a été fait dans des mairies, notamment à Pau. Voilà. On fait des mairies végétariennes, ça règle le problème. Cantines. Il y a des mairies. Des cantines végétariennes. Et à ce moment-là, on fait des cantines végétariennes et à ce moment-là, tous les enfants peuvent manger. Sur ce, messieurs le décodeur, très rapidement. Très rapidement. Donc, Moi, je vais pas vous censurer, allez-y. non, quand même. C'est juste pour dire que Amin Maalouf avait titré un de ses ouvrages Les identités meurtrières. Je crois que nous sommes en plein dedans. Dans des clivages meurtriers. Il est 10h, c'est la fin de votre émission Les Décodeurs. Merci à nos invités, Smaïl Sebti, Mohamed Green. Merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec nous. Et puis, merci pour beaucoup votre invitation. Merci pour répondu l'invitation. avec fougue à ces deux sujets.